Et bonjour à tous et bienvenue sur Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo spoiler sur le set 3, les terres d'encre. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis cette semaine. Et on commence tout de suite avec Bianca, une 2-2 pour 2 ancrable qui lore 1 et qui est chanteur, enfin mélomane 4. Alors c'est très intéressant, ça nous rappelle bien évidemment le Sébastien du set 1. Et ce personnage va pouvoir chanter de très bonnes chansons comme la chanson grise à propos de Zeus, je sais plus, qui permet de coller 5 de dégâts à un lieu ou un personnage que Bianca pourra chanter ainsi que Sébastien. Donc je pense que c'est une carte qu'on va pouvoir voir dans la méta, surtout si les lieux se font une belle place dans la méta. Donc plutôt une carte intéressante, je pense qu'elle sera jouée si les lieux sont joués. Ensuite on enchaîne avec Diablo, une 2-1 pour 1 qui lore 1 qui est ancrable et dont le texte dit: à chaque fois que vous jouez un personnage nommé Maléfique, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck, la placer au-dessus ou en dessous de votre deck. Donc c'est... tour 1 on peut jouer ça, et après dès qu'on va pouvoir jouer des maléfiques, et il y en a quand même un bon petit paquet, on va pouvoir simplement trier un peu le dessus de notre deck. Donc pareil, si les maléfiques peuvent être joués, je pense que ce sera une carte qui va être assez intéressante. Ensuite on a une très bonne carte, c'est Rise of the Titan. Tout simplement en gris pour 3 ancrables, vous pouvez bannir un objet ou un lieu. Donc premier removal de lieu en une seule fois, donc c'est très bien, ça peut permettre de contrer si jamais les lieux sont trop forts. Cette carte sera jouée à coup sûr. Encore une fois, si les lieux ne sont pas joués, elle ne sera sûrement pas jouée. Après elle peut bannir un item, alors à voir, parce que le bleu gagne quand même énormément de cartes objets, donc peut-être que même si les lieux ne sont pas joués, elle pourra trouver une place. Enfin, on est content d'avoir un peu de gestion directe quand même sur les lieux, parce que ça aurait pu être très embêtant s'il n'y en avait pas eu. On passe ensuite au Titan, le premier Hydros en violet. Une 2-2 pour 3 ancrables qui lore 2 et dont le texte dit que si vous l'engagez, vous pouvez épuiser le personnage que vous voulez. Donc le vôtre ou celui de l'adversaire, à voir si on trouvera un moyen de rendre le côté épuiser son propre personnage. Je sais pas trop si ça enfin en tout cas pour l'instant je vois pas trop d'intérêt à engager un de nos personnages. Par contre engager les personnages adverses, évidemment que ça peut être pas mal, surtout si vous pouvez jouer des personnages avec charge pour aller les défier tout de suite et les détruire. À côté donc on passe à Lithos, un titan de pierre, cette fois-ci une 4-1 pour 4 ancrables qui lore 1, qui a résiste 2, donc on peut considérer qu'il a 3 de défense, même si c'est pas tout à fait ça, parce que des effets comme tuons la bête peuvent le réduire à néant. Lui, il a aussi un texte quand il s'engage, on peut donner résiste 2 pour le tour à un autre personnage. Ça peut être pas mal pour aller chercher une créature, on peut donner résiste pour essayer de pas la blesser ou tout simplement de faire un value trade. À voir, c'est pas des grosses cartes qui vont révolutionner forcément le jeu, mais elles peuvent bien évidemment trouver leur place. On passe ensuite à Scroop, une 2-5 pour 5 ancrables qui lore 2, et dont le texte dit que si ce personnage est banni, il gagne 3 d'attaque. Alors là comme ça tout de suite on se dit que en fait il existe déjà des 5-5 pour 5 ancrables qui lore 2, donc pourquoi jouer Scroop qui lui deviendra une 5-5 uniquement s'il est blessé. Après, à voir si un jour il y a des mécaniques avec des personnages qui sont blessés, si ça peut permettre de leurrer plus vite ou ce genre de choses. Alors ce personnage sera intéressant parce qu'en plus de comboter avec cette mécanique là, il deviendra 5-5 aussi. Ensuite on passe au chapeau de Picsou, pour 2 ancrables, un nouvel objet qui dit que lorsque vous l'engagez, vous pouvez payer 1 de moins pour le prochain objet que vous allez jouer ce tour-ci. Encore pareil, à force de rajouter plein de cartes qui synergisent avec les objets, il y a moyen que ça devienne une mécanique intéressante et plutôt puissante. Donc c'est pas acheté à la poubelle, c'est à voir si tout simplement si les decks objets auront une place ou pas dans cette méta. Ensuite on a Besto a Gift pour 1 ancrable. Vous pouvez déplacer un jeton dommage d'un de vos personnages sur un personnage adverse.
Bah ça c'est la mécanique qui a été introduite avec Mama Audi, en violet principalement pour l'instant. Alors ça permet de passer complètement à travers la résistance. Ça peut être pas mal à voir comment, même sans parler de résistance, ça peut être pas mal. Tu peux attaquer avec un de tes personnages, par exemple, je pense si on a en face un Simba et une Lilo, et ben en fait tu peux tout simplement attaquer avec ton personnage, jouer cette carte, déplacer un de tes dégâts et tuer la Lilo. Donc ça peut permettre de contrer un peu les stratégies ultra aggro du jaune qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et ben à côté, quand on parle de stratégie agressive en jaune, on a plutôt pour un non ancrable 0,2 qui lore 1 et surtout qui a un effet très intéressant, c'est-à-dire que quand il s'engage, vous pouvez payer 1 de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci. Ça a le même effet qu'un prof, ça arrive plus tôt, c'est non ancrable, ça arrive plus tôt, c'est marrant, ça arrive plus tôt. C'est non ancrable par contre, à voir ce qu'on pourra faire avec ça, mais vu la carte qui arrive ensuite, je pense que elle sera au moins testée, parce que ensuite on a un autre plutôt qui lui s'altère pour 5, donc ça viendra un peu plus tard dans la partie, mais avec toutes les accélérations qu'on peut avoir via le jaune, il y a moyen qu'il arrive très très tôt, et lui pour 7 non ancrables qui se shift pour 5, c'est important, une 3-8 qui lore 2, déjà c'est pas mal, qui a bodyguard, donc rempart, donc c'est-à-dire que si vous utilisez plutôt pour payer moins cher, eh ben il arrivera directement avec bodyguard, et surtout sa compétence c'est qu'au début de votre tour, vous pouvez vous lui enlever tout simplement 3 jetons de dégâts qu'il pourrait avoir sur lui. Donc si on arrive à le faire arriver très tôt, il y a moyen qu'en plus de l'aurer 2 par tour et d'être bodyguard, il y a moyen que ce plutôt là soit tout simplement game breaker. Alors va falloir surveiller cette carte, je pense, c'est pas fait, mais en tout cas ça donne envie de tenter des choses avec ce personnage. Ensuite en bleu, pour 5 ancrables, on a un Rufus 4-5 qui lore 1 et dont le texte dit: lorsque ce personnage est banni, vous pouvez l'ajouter à votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Alors pareil, une nouvelle carte donc qui va permettre de ramper en bleu. Pour l'instant on en a quand même pas mal, on a vu qu'il y avait même une chanson à surveiller selon moi avec le génie là, qui permet d'ancrer 3 cartes du dessus de son deck. À voir, pareil, à force de forcer la mécanique rampe en bleu, il y a moyen que ça devienne pas mal hein, si on arrive à en faire quelque chose. Ensuite une chanson en violet, alors moi je la trouve très forte pour 3 ancrables. Qui se chante pour un personnage qui de valeur 3 ou moins ou plus pardon. Vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, en placer le nombre que vous voulez sur le dessus ou sur le dessous de votre deck, et en plus, comme si ça suffisait pas de complètement trier sa pioche qui va arriver, vous allez vous prendre un petit lore en plus. Moi je trouve que c'est tout simplement très fort sur le tour 3. On pourrait se dire oui, sur le tour 3 on a l'habitude de piocher avec mes amis de l'au-delà, et ben là on pourra par exemple juste trier le dessus de son deck. Moi je pense que, et gagner un de l'or, je trouve que pour moi c'est une très très bonne carte. Ensuite un lieu, ça faisait un petit moment, Nottingham, pour 2 ancrables, un lieu qui a 6 de résistance et dont le coût pour déplacer ses personnages est de 1, qui lore 1, tout simple, plutôt solide comme lieu. Alors à voir encore une fois, si la mécanique lieu est forte, peut-être que cette carte aura sa place, vu qu'elle a quand même pas mal de défense. Ensuite, en gris, 2 ancrables, Baboom. Ça y est, on peut enfin faire des dégâts à un lieu ou à un personnage. Alors, il y a Allumer les mèches, qui existe déjà, qui est non ancrable pour 1 et qui fait 2 de dégâts. Sauf que là, vous avez le choix entre faire des dégâts à un personnage et à un lieu, et en plus c'est ancrable. Honnêtement, à part si on a vraiment besoin de faire des 2 de dégâts tour 1, on peut très bien attendre le tour 2, surtout que c'est ancrable, donc en fin de partie ce sera meilleur que Allumer les mèches. Je pense que si cette carte doit être jouée, elle le sera à la place de Allumer les mèches. Ensuite on a pour 4 ancrables une 1-5 qui lore 2, Joshua Sweet, le docteur, qui lui est bodyguard aussi. Alors pareil, il y a de plus en plus de bodyguard. Il y a moyen que ça soit intéressant, parce qu'en fait, en elle-même, la mécanique n'est pas incroyable, mais à force d'en avoir pour différents coups d'encre, et ça peut permettre de les jouer on curve pour protéger d'autres personnages. Donc plus on a le choix dans les personnages bodyguard, plus ça permet une construction autour de ces personnages.
Donc carte pas extraordinaire comme ça, elle lore quand même 2, c'est pas mal. Elle a plutôt pas mal de vie pour le tour où elle arrive, donc à voir si ça fait l'affaire. Une carte aussi que je trouve très intéressante parce que j'ai beaucoup espéré qu'il y ait un deck action en vert. Et ben cet item il dit tout simplement que pour 2 ancrables, intéressant pour un item, si vous l'engagez et que vous avez joué 2 ou plus actions pendant ce tour, vous pouvez piocher une carte de la pioche en vert via un deck action. Et bah écoutez, pourquoi pas, si ça peut permettre de jouer ce genre de deck, parce que moi j'ai beaucoup aimé Pat en saison 2. J'ai beaucoup aimé le Mickey vert qui n'a jamais été joué en saison 1, donc peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose avec cet objet en vert. Ensuite, un autre objet en gris cette fois pour 3 non ancrables, la rapière du Capitaine Crochet. Pendant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. De la pioche en gris, orientée défi. Ça nous rappelle un petit peu toutes les mécaniques, plutôt en rouge pour le coup, qui vous poussent à défier les autres personnages, notamment le Sharkan et la Reine de Cœur. À voir, du coup, ce serait cool qu'il y ait des archétypes qui sortent complètement différents et basés sur le défi et qui soient viables, ce serait plutôt intéressant. Surtout qu'il a une autre compétence qui dit que si vous avez un personnage qui s'appelle Captain Hook, il gagne, donc Captain Crochet, il gagne Challenger 1, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus puissant pour défier les autres personnages. À voir si, encore une fois, la bataille de board est intéressante, si en tout cas on peut se permettre de gagner en défiant, et ben cette carte qui nous permettra de piocher passivement en payant bien sûr 1 à chaque fois, ça peut avoir sa place. Ensuite on a Dive Bomb, donc ce brave petit Yego pour 3 ancrables, qui dit donc que vous pouvez que vous bannissez un de vos caractères avec combattant pour bannir un caractère adverse avec moins d'attaque que votre personnage. Donc on pense immédiatement à l'utiliser sur un Maui. On utilise un Maui, on dégage un personnage, il survit et on peut bannir un personnage qui a 6 ou moins d'attaque. Donc à voir, oui, encore une fois, on pense beaucoup au Maui et c'est vrai que ça peut permettre de faire une double gestion en un seul tour. Ça peut être pas mal. Bon, il faut 9 de mana, je suis d'accord, d'encre, pardon, mais ça peut être pas mal. Ensuite en vert, une Helga Sinclair pour 2 ancrables, une 2-1 qui à chaque fois qu'elle est défiée et bannie, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défiée. On a déjà vu ça avec le chat du Cheshire en 7-1 qui lui coûte 3, donc pourquoi pas, encore une fois, est-ce que ça peut être intéressant de... Parce que c'est bien quand ce personnage est défié, donc c'est pas quand vous défiez un personnage adverse, c'est quand on choisit de vous défier. Donc si vous avez un deck qui est plutôt orienté aggro où l'adversaire doit gérer votre board, et ben c'est vrai que ça peut... Après elle a 1 de défense, donc en vrai on peut balancer un petit personnage dedans et on perdra pas grand chose sur le board. Ensuite par contre on a une version Floodborn de cette Helga Sinclair qui arrive le tour d'après en plus pour 5 non ancrables, une 4-4 qui lore 2 qui se chiffre pour 3, donc qui serait excellemment bien dans le tempo sur la petite Helga Sinclair. Surtout que son texte dit que à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez faire 3 de dégâts à un personnage adverse qui est déjà blessé. Donc ça peut être fort, mais encore une fois, moi, cette mécanique de faire quelque chose à un personnage qui est déjà blessé, en tout cas dans le set 2, ça n'a pas du tout marché. À voir si y a des moyens de le faire marcher, mais j'aime bien la carte, j'aime bien le design, ce shift très bien sur l'autre petite Helga. Après, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, cette mécanique-là en vert, je pense que pour l'instant, elle est pas assez puissante. Ensuite, on a une chanson, Il m'appelle, pour 1 ancrable, qui peut être chantée par n'importe quel personnage qui coûte 1 ou plus. Vous piochez une carte, donc c'est pas mal, et vous choisissez ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire pour les remettre dans sa pioche et remélanger sa pioche. Alors on a vu qu'il y avait pas mal d'outils en violet pour justement trier le dessus de ton deck, et ben cette carte elle va permettre de l'empêcher, de vous piocher une carte, de remettre jusqu'à 3 cartes, donc vous pouvez en remettre qu'une, 2 ou 3, vous pouvez remettre des cartes mauvaises histoire de diluer sa fin de partie.
À voir, moi, enfin, encore une fois, une carte comme ça qui peut chanter gratuitement pour piocher un et qui en plus peut potentiellement embêter l'adversaire, je trouve ça pas mauvais. On a vu que les chansons, globalement, c'était assez fort vu qu'on pouvait les jouer gratuitement. Donc là, c'est de la pioche, ça peut permettre d'embêter un peu l'adversaire ou de lui remélanger son deck. Pas emballé, mais pas... Enfin, elle me laisse pas... Je dis pas que c'est une carte classeur, quoi. Ensuite, un objet en verre, l'arc de Robin des Bois pour 3 non ancrables. Lorsque vous l'engagez, vous pouvez infliger un de dégâts, toujours pareil, à un personnage qui est ou un lieu qui est déjà blessé. Alors là, c'est un peu mieux parce que vous pouvez attaquer avec un personnage et ensuite faire son effet. Donc vous êtes sûr que le personnage en question ou le lieu en question sera déjà blessé. Donc vous pourrez faire cet effet. Je pense que via les objets, elle sera un peu meilleure cette mécanique-là. Et ensuite, à chaque fois que un de vos personnages qui se nomme Robin des Bois part en quête, vous pouvez redresser ce personnage. Donc pareil, vous pouvez potentiellement le faire plusieurs fois dans un tour. Donc je préfère cette version objet là à la version Helga Sinclair pour le côté mécanique où vous infligez des dégâts à un personnage qui est déjà blessé, qui est là d'être une mécanique secondaire en vert. Ensuite, pour 4 ancrables, on a l'oiseau de feu, le phénix, le firebird, une 6-2 qui leur 1 sans texte. Ouais, bof, une carte qui n'a pas de texte, je pense qu'on arrive à un moment dans l'Orcana où on n'est plus au 7-1, donc on n'est plus obligé de combler, donc on va pouvoir certainement trouver bien mieux à jouer au tour 4. On passe donc immédiatement à Maui en forme d'aigle. Il est combattant, 5-2 pour 3 non ancrables, et son texte dit chaque fois que l'un de vos personnages qui se nomme AA part en quête, ce personnage obtient +1 de l'or et perd combattant. Et ben ça peut peut-être être l'occasion de jouer les AA jaunes. Bon, je suis pas sûr, je pense qu'on préférera peut-être jouer les AA violets si on a moyen de leur donner charge et du coup de les jouer plusieurs fois par tour. Le Maui du coup pourrait devenir une véritable machine à l'or. Enfin machine à l'or, genre l'aurait 2 ou 3. Ça peut être pas mal. En tout cas, c'est une manière de jouer qui n'existe pas pour l'instant et qui pourrait être intéressante. Ça peut donner des idées, des nouveaux decks, un peu de fraîcheur sur l'Orcana. On en a besoin en cette fin de saison 3. Ensuite, on a Gulliver Glace, une 3-5 pour 5 ancrable qui leur 2 et dont le texte dit que à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure et qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez infliger un de dégâts à un personnage. Peut-être l'occasion de faire marcher du coup toutes ces mécaniques vertes qui demandent de faire des choses sur des personnages déjà infligés. On a déjà le Hans gris qui fait globalement la même chose mais qui est 3-3 si je me trompe pas, qui leur 2 aussi. Là le fait de le déplacer dans un lieu, ça peut retarder un peu son efficacité, ça peut aussi le rendre plus résistant ou plus difficile à atteindre. On a vu qu'il y avait pas mal de lieux qui donnaient de la résiste ou avec du jaune par exemple, bon ça annule complètement l'alliance avec le vert, mais bref, en le mettant dans un bon lieu, ça peut être plus résistant qu'un Hans, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, intéressant. Toujours pareil dans un monde où les lieux sont forts et où faire des dégâts à l'adversaire passivement, principalement si les lieux sont forts, ce sera toujours une carte intéressante. Ensuite pour 2 ancrables, on a Orville, une 1-4, donc très bon body. Non, ça rappelle le petit Amato à vert qui leur 1. À voir si on a besoin de jouer des personnages plus résilients mais qui n'attaquent pas, parce que un d'attaque ça peut manquer de souffle pour aller chercher ou faire autre chose que l'oré. Si on veut l'oré tout droit et avoir un personnage assez résistant, ça peut être intéressant à voir. Par contre à côté, on attaque avec une légendaire, Mickey Mouse trompettiste pour 4 non ancrables, une 0-1 qui leur 1. Oui, ça paraît nul, sauf que sa compétence dit que lorsque vous l'engagez, vous pouvez payer 2 et jouer n'importe quel personnage de votre main gratuitement. Et en gros, c'est très très fort, ça permet de tricher avec le coût des cartes. Tous les personnages que vous avez en main coûtent 2, tout simplement. Et on peut penser que ça peut être très fort, notamment couplé avec des personnages qui ont des gros effets en jeu et qui coûtent très cher. On pense évidemment à la Maléfique Dragon. On peut aussi se rappeler des Maui ou des Dingos qui ont jamais été joués en gris.
10-10 ou 8-8 qui lore énormément mais qui sont trop durs à jouer, et ben là globalement tour 5 vous pouvez les jouer pour 2, donc vous pouvez même en jouer 2 tour 5, une 8-8 et une 10-10. Ça peut potentiellement un peu déraper cette carte là, donc très belle carte, illustration sympa en plus. Donc je pense qu'on la verra, alors je dis pas qu'elle sera méta, mais en tout cas elle sera testée, c'est sûr, et ça peut donner des choses vraiment sympas. Ensuite on a Boss Orders, une action pour 1 ancrable qui joue encore sur la mécanique support en jaune. Le personnage que vous choisissez gagne support ce tour-ci. Peut-être que Alice se fera une... Bah non, parce que Alice, de toute façon, quand elle est jouée, elle donne déjà support à tout le monde. Faut voir la mécanique support. Moi, j'ai pas été trop convaincu pour l'instant. Donc, pour moi, non, mais à voir. À côté, en gris, on a Petit Jean, le compagnon de Robin, pour 3 ancrables, une 2-4 qui lore 1, qui est rempart. Et durant votre tour, il gagne l'insaisissable. Donc une très bonne carte défensive qui peut en plus aller chercher des créatures insaisissables qui seraient notamment pénibles. On a vu qu'il y en avait pas mal qui avaient très peu de défense. Donc ce personnage là il peut leur répondre parfaitement. Ensuite une 2-3 pour 2 ancrables qui lore 1, Naughty. Bon bah voilà. C'est assez vanilla. Alors je sais pas, je sais qu'il y a un autre vautour et je sais pas si c'est le personnage qui combotte avec, auquel cas on verra plus tard, mais ça pourrait être pas mal. Ensuite on a Sir Is, donc je pense que c'est Ka du livre de la jungle, pour 2 ancrables, une 3-1 qui lore 1. Et ben c'est exactement ce qu'on disait juste en dessous. Ce personnage là il pourrait très bien aller chercher ce Ka. Toujours pareil, dans un deck qui veut jouer full insaisissable, eh ben, ça pourrait avoir sa place. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à jouer tour 2 à voir. Mais toujours pareil, des mécaniques insaisissables qui est quand même assez efficace, notamment dans les decks un peu low cost vert rouge. Ça pourrait être intéressant. Faut voir, faut se pencher sur la carte. Ensuite, on a Skippy pour 2 ancrables, une 2-2 qui lore 1 et qui a hors d'atteinte. Alors ce mot-clé, moi je le trouve très fort. Le problème c'est que là, ok, on peut pas le choisir, mais bon, il a que 2 de défense. Alors dans tous les cas, n'importe quel personnage, par exemple un 2-2 pour 1 juste à côté, pourrait aller le chercher. À voir qu'est-ce qu'on veut en faire avec cette mécanique hors d'atteinte. Pour moi c'est une carte moyenne, tout comme la carte Robin des Bois qui elle est juste un tour 1, un tour 1 classique. Par contre on a sa version alter qui arrive au tour 3 pour 5 ancrables, Robin des Bois champion de Nottingham, de Sherwood pardon, rien à voir, 3-6 qui lore 2, dont le texte dit: durant votre tour, si ce personnage en bannit un autre durant un challenge, enfin un défi, vous gagnez 2 de l'or. Ça rappelle un peu la mécanique du Aladdin en rouge du set 1 qui a été beaucoup joué, sauf que vous ne faites pas perdre de l'or à votre adversaire. Le delta est un peu moins grand, cela dit, il arrive beaucoup plus tôt. Il arrive tour 3 contre le tour 5 si je me rappelle bien contre le Aladdin. Donc je pense que c'est une très bonne carte, d'autant plus que lorsque ce personnage est banni pendant un défi, vous piochez une carte, donc même si vous l'envoyez au suicide, eh ben vous allez piocher une carte. Donc très bonne carte pour moi, c'est une légendaire, je pense qu'elle sera jouée, et du coup ce petit Robin des Bois est très pertinent. Ensuite on a Petit Jean, pour 6 en gris, ancrable, 4-5 qui lore 2, et dont le texte dit: lorsque ce personnage est engagé, vos personnages avec rempart gagnent résist +1 et lore 1 de plus. Et bien voilà, on va peut-être... ce sera peut-être une des cartes un petit peu centrales dans une mécanique bodyguard, enfin en tout cas une carte de late game pour finir la partie avec tous vos personnages remparts. Je la trouve très forte, elle est super rare, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'elle sera jouée, je me rappelle plus s'il y a des... oui voilà, on a un Petit Jean juste en dessous. Je pense que c'est une bonne carte qui pourra faire exister un archétype rempart. Ensuite, toujours en gris décidément, et toujours dans l'univers de Robin des Bois, on a le shérif de Nottingham pour 4 non ancrables, une 2-4 qui lore 1, et dont le texte dit: lorsque vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez infliger 1 point de dégâts à un personnage adverse.
eh bien peut-être que ça permettra de contrer les decks verts défausse, même si les personnages responsables de la défausse sont hors d'atteinte. Mais en tout cas, ça peut permettre de faire des dégâts autour et d'empêcher l'adversaire. Ok, vous vous défaussez de vos cartes, mais vous lui réduisez son board à néant. La seule manière qu'il aura, c'est de partir à l'aventure avec les personnages Bucky et Prince Jean. Je pense qu'elle est... Alors je me trompe peut-être, elle est potentiellement faite pour contrer la mécanique des fosses si jamais elle venait à être complètement incontrôlable. Donc une carte un peu tech qui pourra être jouée si les mécaniques des fosses surdominent. Après on se rappelle aussi qu'en vert il y a une carte qui permet de défausser la reine verte, qui permet de défausser une carte de votre main, donc et pour lorer le nombre équivalent de l'or du personnage que vous avez défaussé. Donc si cette carte est en jeu, en plus vous infligez un dégât à un personnage adverse. On se rappelle de toutes les cartes qui combattent avec les personnages déjà blessés en face. Peut-être qu'il y a un truc à faire de ce côté-là avec cette carte. Donc loin d'être inintéressante. À côté on a Monsieur Mouche pour 2 ancrables, une 3-3 qui lore 2. Alors on se dit waouh, super stat, sauf que à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, donc si vous êtes globalement parti à l'aventure avec et que vous n'avez pas de personnage capitaine en jeu, pas capitaine crochet, capitaine, c'est important, infligez-lui un dégât. Donc en fait il s'auto-suicide, mais d'un autre côté il lore très très vite et il est plutôt résistant en début de partie. Je trouve que la carte est très très bien designée, à voir comment elle peut être exploitée lors de la méta du 7-3. Ensuite on a Géo trouve tout pour 3 ancrables, une 1-4 qui lore 1, dont le texte dit qu'on peut remettre une carte objet de votre défausse sur le dessus de votre pioche. Et là aussi encore une fois, des mécaniques qui tournent autour des objets, on va peut-être enfin réussir à sortir un très très bon deck objet. En fait ce que j'ai l'impression c'est que ce set 3 il apporte tout ce qui manquait à toutes les mécaniques qui avaient été un petit peu ébauchées lors des 2 premiers sets. J'espère en tout cas que beaucoup de mécaniques un peu alternatives à l'heure actuelle vont pouvoir avoir des decks compétitifs et viables. Ce serait vraiment génial. Donc cette carte on est content de l'avoir. Après est-ce qu'elle sera jouée là comme ça c'est un peu dur à dire. On passe à la carte d'à côté qui est un énorme thon, une énorme baleine, Maui baleine pour 7 ancrables, une 8-8 qui lore 1. Ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Mais par contre vous pouvez payer 2 pour redresser ce personnage, mais il ne pourra pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Donc globalement ce personnage il est là pour défier. C'est un petit peu la même mécanique que le Scar légendaire qui à chaque fois qu'il défie un personnage et qu'il le tue peut se redresser et donc peut réattaquer. Celui-là faudra juste payer du mana, mais d'un autre côté il est 8-8. Donc c'est énorme, et puis le fait qu'il soit engagé tout le temps, et en fait vous vous en foutez parce que globalement je pense pas qu'il y ait des gens qui vont aller s'embêter à taper sur un Maui 8-8. Donc pour moi c'est une bonne carte pareil qui peut permettre de faire des nouvelles choses dans l'Orcana, donc très intéressante. Ensuite une nouvelle légendaire, Maléfique, maîtresse du mal, pour 5 ancrables, très appréciable, une 2-3 qui lore 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. C'est plutôt pas mal, et à chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, donc pas seulement avec son effet, si vous piochez 3 cartes, vous faites 3 fois l'effet, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir choisir un personnage et déplacer un de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc une nouvelle manière de soigner en violet, en se débarrassant du jaune, et qui en plus de se soigner vous permet de potentiellement détruire les personnages adverses. Moi j'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment très très intéressante. Ensuite, alors moi je suis très content de voir des balais, parce que vous allez voir, parce qu'il y en a un deuxième juste au-dessus. Ce personnage, donc Scopa Magica, je ne saurais pas le traduire, pour 6 non ancrables, une 3-3 qui lore 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage sorcier en jeu, vous pouvez épuiser un personnage adverse de votre choix et ce personnage ne pourra pas se redresser au début de votre tour. Donc on pense évidemment au Mickey sorcier renégat qui permet de jouer des balais moins chers. Donc là en fait vous allez avoir ce que j'imagine en tout cas, c'est un deck violet balai
balai avec les Mickey ultra tempo. Donc en fait vous allez pouvoir empêcher des personnages un peu trop agressifs en termes de lore ou qui pourraient vous menacer de se redresser pendant le tour adverse. Et ben j'aime beaucoup. Il est un peu cher, il est non ancrable, donc à voir, faut vraiment que la mécanique balai soit très très puissante. Ben justement, on parlait d'un balai, et ben moi je trouve que celui-ci est encore meilleur que celui que je viens de vous présenter, qui lui est pourtant un degré de rareté un peu au-dessus. C'est ah bah voilà, ça doit être un Scopa Magica, en fait ça veut dire balai magique, tout simplement. Donc là on a un nouveau balai magique qui est nettoyeur rapide pour 5 non ancrables encore, une 4/4 qui leur 2 et qui a charge, et qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes balai de votre défausse dans votre pioche. Et ben ça peut être pas mal. Donc déjà il a charge, donc vous pouvez soit l'utiliser pour nettoyer un peu le board adverse, soit vous pouvez l'utiliser pour l'aurer 2. Donc il a un peu cette double spécificité. Et surtout, moi ça me donne envie de retenter un deck meul vert-gris. Violet-gris avec tous les balais, notamment les petits balais du set 1 qui permettraient de remettre les rêves bleus dans votre deck et de remettre tous les balais. Donc en fait vous allez meuler, enfin vous allez piocher énormément, l'adversaire aussi, vous allez meuler l'adversaire, sauf que vous, globalement, vous serez pas sensible à l'épuisement, enfin vous perdrez pas à la meule parce que vous allez pouvoir regonfler votre bibliothèque régulièrement. Et le fait que ce soit, vous pouvez remélanger toutes les cartes, ça veut dire que vous pourrez le faire seulement au moment où ça vous intéresse. Donc enfin, oui, c'est vraiment, je pense que c'est même un des premiers decks que je testerai sur Pixelborn, c'est le violet gris meul, parce que j'adore la mécanique meul, je trouve ça très drôle. Et ce deck là, cette carte là me fait extrêmement plaisir. Ensuite, une chanson en vers a touché mon cœur, qui se chante pour un personnage de 2 ou plus gratuitement. Et ben c'est tout simplement de la gestion d'objets en vers, donc vous pouvez choisir un objet et le bannir. Et bien encore une fois, vu que le bleu se voit doté de plein d'objets et de plein de mécaniques qui tournent autour, et ben cette carte elle peut clairement avoir sa place dans la méta. Ensuite, un Simba super rare, Simba prince combatif pour 7 ancrables, c'est cher, une 5/7 qui leur 2, mais à chaque fois que ce personnage, donc quand vous jouez ce personnage, donc il a même un effet d'arrivée en jeu, ou lorsqu'il en bannit un autre via un défi pendant votre tour, vous avez le choix entre deux choses, soit vous piochez 2 cartes et vous en défaussez 2, c'est pour le coup, jouer une action qui ferait cet effet, ça peut être un peu embêtant. Là en fait vous jouez un personnage et en plus vous pouvez faire en gros, vous allez pouvoir creuser votre deck et choisir votre main. Et ben, je pense que cette mécanique-là est très forte. Et si jamais vous n'avez pas envie de piocher et de vous défausser de 2 cartes, et ben tout simplement, il fait le même effet qu'une fée clochette. Donc fée clochette, une carte incontournable en gris. Et ben lui, il va pareil vous permettre d'infliger 2 à un autre personnage. Donc je pense qu'il est très très fort et qu'il sera joué. Et je trouve ça très très bien. Ensuite, on a Zazu. Alors attendez, je vais juste chercher la traduction. Donc Zazu pour 1 ancrable, une 2/1 qui lore 1, et ce personnage gagne 1 de lore lorsqu'il se trouve sur un lieu. Et ben pourquoi pas, pour 1 on peut potentiellement l'aurer vite avec ce personnage. Bon, il va falloir jouer des lieux, mais encore une fois, si la mécanique lieu est forte, et ben ce Zazu peut être très intéressant. On l'imagine notamment dans un vert jaune avec le Palace de Tiana. Tour 1 vous le posez, alors je me rappelle plus, le Palace de Tiana je crois qu'il coûte 3, mais globalement vous allez pouvoir le protéger peut-être avec un Simba tour 2, l'aurait 1, bon, pas terrible, mais après, une fois qu'il sera posé dans le Palace de Tiana, et ben globalement, ça va être très très chiant pour l'adversaire de s'en débarrasser, bon, même si, toujours pareil, il a 1 de défense, heureusement d'ailleurs, donc il se prend tous les effets de ping qu'on peut avoir en gris, il se prend toutes les misères du monde, mais c'est intéressant d'avoir en vert un personnage un peu agressif en lore qui profite de la mécanique des lieux. Et ben quand on parle de personnages plutôt designés pour les archétypes aggro, on peut tout de suite passer à une nouvelle carte légendaire
Kida, protecteur de l'Atlantis pour 5 ancrable, une 3-5 qui leur 2 qui se shift pour 3. On a vu qu'il y avait une Kida qui arrive tour 1 et qui est ancrable, qui est une 2-2 qui leur 1 si je me trompe pas. Et quand ce personnage arrive en jeu, tous les personnages adverses gagnent moins 3 d'attaque jusqu'à votre prochain tour. Donc ça veut dire que quand ce personnage arrive, globalement, s'il arrive tour 3, le board adverse va se retrouver avec 0 d'attaque. Donc vous allez pouvoir l'aurer à fond et ne pas craindre de représailles adverses. Donc dans une stratégie aggro, je pense que pareil, cette carte sera centrale dans une stratégie aggro en jaune. Donc pour très bonne carte dans les archétypes plutôt aggro. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que sur ce set là il y a pas mal d'illustrations qui débordent un peu du cadre. On n'avait pas vu ça jusqu'à présent, ou alors je m'en étais pas rendu compte, mais là il y a le Mickey trompette pareil qui dépasse un peu, il y avait l'autre carte légendaire, la rouge légendaire, la première du set qui pareil dépassait un petit peu, celle-ci aussi elle dépasse un petit peu. Je sais pas si c'est fait exprès mais c'est plutôt marrant. Ensuite on passe à quelque chose d'un petit peu moins fort, Cubby. 3-5 pour 4 ancrable qui leur 1. Lorsque ce personnage se déplace dans un lieu, il gagne 3 d'attaque, donc ça devient une 6-5. À voir si on a besoin de se défendre. Ça peut être une carte plutôt défensive, je la vois plus comme une carte défensive en tout cas. Donc peut-être dans un vert un peu plus contrôle, peut-être que Cubby pourra être utile, mais je trouve qu'il est quand même très conditionnel parce qu'il faut le jouer, puis avoir un lieu, puis le déplacer, puis attaquer pour qu'il puisse être intéressant. On va passer tout de suite au Peter Pan rouge. Pour 3 ancrables, une 1-3 qui leur 2 qui a rush, donc qui a charge, et dont le texte dit si vous avez un personnage qui se nomme fait clochette en jeu, ce personnage gagne plus de d'attaque, donc il devient 3-3. Donc pour 3 on aurait potentiellement une 3-3 charge qui leur 2. On sait que dans le vert il y a des très bonnes fées clochettes, elles sont un peu plus chères, donc à voir. Je suis pas convaincu par cette carte là. Je pense qu'elle est pas assez forte, ou en fait le problème c'est que elle lore quand même 2, donc on aurait potentiellement envie de partir en quête avec. Elle peut, ouais non je sais pas, je suis pas, peut-être si on la joue en début en tempo, elle l'aura 2, donc elle peut être pénible, et si on la joue plus tard et qu'on a notamment si y a du violet, du gris qui est joué avec du rouge, si on a la grosse fée clochette, pour 3 ça devient une 3-3 rush qui s'ancre. À voir, disons qu'elle est plutôt intéressante parce qu'elle n'a pas qu'un seul, elle ne se joue pas que dans un seul plan de jeu. Elle peut être un peu versatile, voilà c'est le mot que je cherchais. Elle peut être jouée en fin de partie sous condition, elle peut être intéressante en fin de partie sous condition si vous avez besoin de vous défendre. Elle lore quand même 2, c'est quand même pas mal. Avoir une carte versatile comme ça, c'est toujours intéressant en tout cas. Est-ce qu'elle sera forte? Je parierai pas trop dessus. Tout comme la carte d'à côté d'ailleurs, pour 7 ancrables, une 6-6 qui leur 3, Starkey. Pas de texte, donc bof. Après, s'il y a un vert gris qui veut jouer que des gros tons, avec le Mickey trompette, peut-être qu'elle aura sa place dans un deck. À voir, en tout cas comme ça, toute seule, mise... posée là comme ça, elle me fait pas rêver. Ensuite on a Slightly pour 4 ancrables, une 4-3 qui leur 1, dont le texte dit si vous avez un personnage Peter Pan en jeu, oui c'est ça, in play, vous pouvez payer 1 de moins pour jouer ce personnage, donc potentiellement une 4-3 qui leur 1 pour 3, ça devient beaucoup plus intéressant, surtout qu'il a aussi insaisissable. Il arriverait un tour après ce Peter Pan. À voir si ça peut être intéressant. Moi je trouve pas ça hyper fort. Non, remarque, il arriverait même le même tour parce que ouais non, enfin pas convaincu par cette carte du tout. Ensuite on a ce petit dalmatien. Alors je me rappelle plus du texte. Alors si c'est donc on va déjà commencer par présenter la carte avant de paniquer parce qu'on ne se rappelle plus du texte. Pour 4 ancrables, une 3-4 qui leur 1, lorsque vous l'engagez vous pouvez choisir un personnage qui aura moins 2 d'attaque jusqu'à votre début de prochain tour. Donc on l'a vu avec la Kida juste ici. Le jaune a l'air de s'orienter pas mal vers en fait de pouvoir contrôler l'adversaire en l'empêchant tout simplement de défier vos personnages assez tôt dans la partie. Donc pareil, j'imagine que c'est plutôt une carte assez rush, enfin plutôt orientée aggro.
Pas mal à voir aussi si elle peut trouver une place dans le deck à thème dalmatien. J'y crois un peu moins, on n'a pas encore vu Perdita, il me semble qu'elle va arriver. Il me semble si on l'a vu mais on n'a pas vu son texte. Donc à voir le thème dalmatien, si ça peut être intéressant. Mais là, en l'état actuel, si c'est une bonne carte en... Alors pour 4, est-ce qu'on préférera pas jouer un rempart plutôt que de réduire l'attaque d'un personnage adverse? Je sais pas, à voir si elle peut se trouver une petite place. Juste après, on a un génie, une 2-2 pour 2 en crabe killer 2, sans texte. Ça rappelle la Aurore du set 1. Pareil, si le bleu, si les cartes bleues version aggro reviennent un petit peu sur le devant de la scène, ça peut être pas mal, surtout qu'il y a quand même pas mal de génies verts, dont un génie vert qui a jamais été joué mais qui jouait avec les actions. On a vu que cette sous-mécanique verte pouvait revenir, donc un vert bleu action avec potentiellement ce petit génie qui lore agressivement et le gros génie qui arrive plus tôt dans la partie. À voir, ça peut en tout cas d'avoir des petits personnages génies, avoir des petits personnages qui permettent d'altérer des plus gros personnages, c'est toujours intéressant. Lui il lore quand même 2. Dans une stratégie plutôt aggro, ça peut être intéressant à voir. Comme ça, là, tout de suite, sans texte, je dirais que c'est pas une bonne carte. Mais si la sous-mécanique action trouve sa place, je l'imagine bien avec en combo avec le gros génie vert qui n'a jamais été joué du set 1. Juste à côté, on a pareil une 2-4 pour 3 en crabe qui lord 2. Il me semble que c'est comme la Lilo du set 2. Donc si vous préférez jouer des personnages du Roi Lion plutôt que des personnages de Lilo et Stitch, vous pourrez préférer jouer Nala, sinon on passe très vite. Ensuite, une carte un peu plus intéressante, une 2-2 pour 3 en crabe killer 2, et qui a un effet d'arrivée en jeu, qui est de regarder les deux cartes du dessus de votre deck, d'en mettre une sur le dessus et l'autre en dessous. Donc pareil, au tour 3, vous posez une 2-2 killer 2, et qui vous permet de filtrer un peu votre prochaine pioche. Moi j'aime bien, je trouve ça pas mal du tout. En plus c'est Jafar, j'adore Aladdin, j'adore Jafar, donc... parfait. Et ensuite on a Pandar, donc c'est lui dont je vous disais que peut-être qu'il combotte avec Nick Douille, qui serait si je le retrouve, qui serait Nutty, donc qui lui donne plus 1 de l'or. Donc à voir, pareil, ça rappelle un peu les personnages genre Peine et Panique, des personnages qui combattent un peu entre eux au sein d'une même couleur. C'est une 3-1 pour 2 en crabe killer 1. Comme ça bof, mais pareil, à voir si ça peut donner un petit peu de peps en termes de lore pour vos personnages Nick Douille. Donc je pense que c'est les autres vautours qu'on a vu juste avant. Ensuite on a Pua, alors je trouve l'illustration super belle et j'aime bien cette carte globalement. Pour 2 ancrables, une 2-2 killer 2, c'est plutôt beaucoup. Enfin, on a déjà vu juste en dessous le génie qui fait la même chose, mais sauf que lui, son texte il dit que quand ce personnage est banni, vous pouvez mélanger cette carte dans votre deck. Alors ça ne marchera pas du tout avec les mécaniques qui visent à filtrer votre pioche. Par contre, dans le deck que j'ai le plus envie de tester, un vert gris plutôt discard, et cette carte pareil, elle permet de ne pas s'auto-meuler avec les sœurs rêves bleues, de proposer à votre adversaire quand même une créature qui va lorer 2 à chaque tour, donc il va être obligé de la gérer, et en même temps ça vous permet de la remettre dans votre deck, et du coup de pas s'auto-meuler. Donc je la vois bien être jouée dans un deck meule, potentiellement balai, un deck et surtout qui joue sur la meule. C'est vraiment dans cet archétype là que je la vois, sinon... remettre dans son deck une 2-2 pour 2 ancrables killer 2, on n'a peut-être pas trop envie de piocher ça en fin de partie, on a peut-être plutôt envie d'épurer son deck au fur et à mesure. Donc hormis dans un deck meule, je la trouve plutôt moyenne. Ensuite on a Wendy Darling, une 1-3 pour 2 ancrables killer 2, pareil, pas de texte. Salor 2 c'est quand même pas mal, mais bon, c'est dans une stratégie agressive, pourquoi pas. Mais bon voilà, elle a pas de texte, donc on va passer vite parce que Salor 2 c'est pas trop cher, et puis la vidéo fait déjà 43 minutes, 44 même. Ensuite on a une action en violet pour 3 non ancrables qui vous permet d'engager un personnage adverse et ensuite de choisir un de vos personnages qui va gagner Challenger 2 ce tour-ci. Donc globalement une carte défensive qui va permettre d'engager un personnage adverse pour ensuite aller le défier et le tuer.
C'est 3 non ancrables, je trouve que c'est dommage que ce soit non ancrable. Du coup, je pense que ce sera pas joué, à part encore une fois si en vert violet, mécanique action, tout ça ça peut marcher. Sinon, pas convaincu par la carte, même si l'illustration de Maui est plutôt jolie. Ensuite, on a Wildcats Wrench. Excusez-moi pour mon action. Un objet en jaune pour 2 ancrables qui permet de soigner cette fois les lieux. Donc on a vu qu'en gris, on avait moyen de faire des dégâts à ces lieux. Au lieu, et ben là en fait on a moyen de soigner des lieux, donc pas trop mal. On pense notamment au Palace de Tiana. Une fois qu'on a mis en place notre paquet de cartes qui vont l'aurer, bah, peut-être qu'on voudra le soigner le lieu pour continuer à l'aurer à fond avec nos personnages qui sont à l'intérieur. Je pense que c'est une carte qui est assez intéressante et qui pourrait potentiellement trouver sa place si on arrive efficacement à protéger le Palace de Tiana. Ensuite, on va passer très vite pour 7 ancrables, une 7-7 qui leur 3. Oui, voilà, donc après pareil, toujours en gardant dans le coin de la tête le Mickey Mouse gris légendaire qui permettrait de jouer cette carte au tour 5 pour 2. Sinon, c'est très cher, alors peut-être qu'en scellé, ça pourrait en tournoi scellé, ça pourrait être fort, sinon... Globalement, non, je pense que ça ne sera pas joué. On va passer à Lena Sabrewing, une 1-3 pour 2 ancrables, qui leur 1 et qui est à Rush. Et c'est très faible comme stat pour se permettre d'avoir charge. Après, on a vu juste avant une carte qui arriverait du coup pile poil dans le tempo. On joue ça tour 2, on fait pas grand chose. Ouais, non, en fait, non, je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est nul. Ensuite, on a Flynn Hurt Glomgold. Alors, je connais pas la traduction française. Une 3 cartes pour 4 ancrables qui leur 2 et qui gagne insaisissable pendant votre tour. Donc, pareil, une carte plutôt versatile qui vous permettra soit d'aller l'aurer assez vite, soit de vous débarrasser de personnages insaisissables un peu pénibles. Et ben, on prend. Ça peut être une carte qui trouve sa place dans un deck bleu. Ensuite, on a une autre version de Picsou, une 1-3 pour 2 ancrables. Alors, on n'a pas son niveau de rareté. Ce personnage dit que lorsque ce personnage part en quête, vous pouvez payer 1 de moins le prochain item que vous jouez ce tour-ci. Donc, toujours pareil, le bleu a des grosses mécaniques qui tournent autour des objets. Est-ce qu'on en aura assez? Est-ce qu'il les faudra toutes? Eh ben, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, s'il y a une mécanique objet et qu'on a besoin de jouer beaucoup d'objets très vite pour moins cher, et on pense potentiellement à un deck OTK avec les Ariel du set 1 qui à chaque fois que vous jouez un objet se redresse. Ça peut devenir intéressant si on a moyen de jouer beaucoup d'objets en un tour pour pas cher, mais il faudra aussi piocher beaucoup. Ça fait beaucoup de conditions, mais à voir. Un deck OTK, après tout, le but c'est ça, c'est de piocher toutes les cartes de sa main, toutes les cartes combo en main et de pouvoir faire un one turn kill, donc là un one turn lore, donc un OTL pour gagner la partie très vite. Donc à voir, ça peut être intéressant. Ensuite, on a l'illustration du tapis Au Far I Will Go, c'est Vaiana, une chanson pour 4 non ancrables. Elle a intérêt à être très forte, mais on se rappelle qu'elle peut être chantée par les personnages qui coûtent 2 en jaune. Vous allez pouvoir regarder les 2 cartes du dessus de votre deck, en poser une, en piocher une, pardon, et ramper avec l'autre. C'est de la rampe un peu plus moins brutale qu'avec les Mickey ou les non pas les arêtes de poisson mais ou les jeux vols. Ça va vous permettre en gros de choisir un petit peu la carte la moins mauvaise à ancrer et aussi accessoirement de piocher. Je pense que c'est une bonne chanson au final qui potentiellement pourrait être jouée dans un deck rampe parce que ça chante, c'est gratuit, on aime bien, ça pioche. Donc une fois qu'on a beaucoup ancré, qu'on n'a plus trop besoin de faire la course au lore, ça peut nous permettre de piocher une carte, mais de la choisir parmi les 2 cartes du dessus de notre deck. Intéressant, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Ensuite on a John Silver, une 3-3 pour 3 ancrables, dont le texte dit que pour chaque lieu que vous avez en jeu, ce personnage gagne Résist +1 et +1 de l'or. À voir, si j'ai du mal à m'imaginer, mais je l'imagine plus dans un deck pour le coup qui veut jouer beaucoup de lore, donc potentiellement un deck un peu plus aggro. Ça ferait de John Silver une créature assez infecte à aller chercher.
parce qu'elle serait de plus en plus résistante et l'aurait de plus en plus. Donc je pense que dès qu'on arrive à avoir 2 lieux en jeu, globalement il devient très très pénible, puisque c'est une 3 résiste 2 killer 3. Ça peut aller très très vite. Je pense que c'est une bonne carte, encore une fois, si les dieux se font une place. Et, ah non, je croyais que c'était fini, mais non, il en reste encore un petit peu. On va essayer d'accélérer, sinon on va pas s'en sortir. Kit Cloud Kicker, une 2-2 pour 3 ancrable, killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remonter un personnage adverse avec un coup, avec 2 ou moins d'attaque dans la main de son adversaire. J'adore la mécanique de remonter en main. Là, elle se joue en plus on tempo, donc j'aime bien cette carte. Je pense qu'elle peut trouver sa place. C'est un petit génie plutôt dans la partie. J'aime beaucoup. Ensuite on a le Jolly Roger, le bateau du capitaine Crochet, pour 1 non ancrable, un lieu qui a 5 de vie et qui coûtera 2 pour déplacer les personnages, et qui donnera charge à tous les personnages qui sont dedans. Et vos personnages pirates pourront se déplacer ici gratuitement. Donc en fait tous vos personnages pirates globalement auront rush le tour où ils seront joués. Et c'est une carte qui est très défensive a priori, et qui pour le coup me paraît plutôt forte, toujours pareil dans l'archétype que tout le monde connaît et que tout le monde déteste un petit peu, l'archétype rouge contrôle. Je pense que si va falloir jouer des pirates, mais tous les pirates deviennent plutôt menaçants, et en plus ça arrive tour 1. Donc globalement vous assurez un début de partie, vous pouvez aller nettoyer un peu le board de manière assez agressive. Ensuite on a Ursula, reine sorcière des mers, pour 3 non ancrables, une 3-3 killer 1. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage adverse, il ne se redressera pas au début de son tour. Pareil, du violet tempo, on a commencé à voir ça depuis le set 1. Et j'aime bien la carte, je trouve que c'est pas mal. Après elle est non ancrable, alors à voir comment on pourra équilibrer le ratio ancrable non ancrable. Mais dans le design, je la trouve très forte. Je la trouve bien, en fait j'aime bien la mécanique tempo, soit d'engager pour que les personnages adverses ne puissent pas partir à l'aventure, soit de remonter en main. Donc une carte qui me plaît. En plus je trouve que l'illustration est plutôt jolie, donc j'aime beaucoup. Ensuite on a réparation, repair, une action en bleu pour 2 non ancrables, qui permet de soigner un personnage ou un lieu. Donc du soin de lieu ou de personnage en bleu. Encore une fois, à voir si on aura envie de soigner des lieux, sinon ce sera pas joué. Exactement pareil pour la carte qui arrive ensuite. Pour 1 ancrable, Quick Patch, on va pouvoir choisir d'enlever jusqu'à 3 jetons de dommages sur un lieu. Donc pareil, sur un Palace de Tiana, ça peut être très fort. Donc ce serait pas mal, ça permettrait d'avoir des decks aggro qui s'occupent de mettre en place un board et ensuite qui essayent de le soigner en espérant gagner la partie plutôt que de continuer à dégueuler un board. Ouais, j'aime bien. Après, à voir si on aura envie de soigner des lieux, si des lieux seront forts, mais j'aime bien l'idée en tout cas d'un deck Palace de Tiana où après on essaye désespérément de le soigner pour que nos personnages finissent la partie. Gizmo Suit, pour 3 ancrables, un objet en gris qui dit que si vous le bannissez, vous pouvez choisir un de vos personnages et lui donner résiste 2 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est comme l'armure de souris du set 2, à voir si ça peut permettre de gagner la partie, mais bon là comme ça je trouve que un objet qui se bannit lui-même, bon c'est pas incroyable. On arrive aux dernières cartes, rassurez-vous. Strike a Good Match, une chanson en vers qui peut être chantée par un personnage coûtant 2 ou plus, qui vous permet de piocher 2 cartes et ensuite de discard une carte. D'ailleurs je viens de penser avec la mécanique du shérif de Nottingham, là où vous défaussez vos cartes, en fait ça va comboter très bien avec les Cendrillon et les petites fées clochettes ou les Simba. Et avec cette carte aussi, en fait, vu que vous piochez et que vous défaussez, pas trop mal. Donc dans un vert gris qui va vouloir faire des dégâts, on pense à la bête implacable. En fait, oui, il peut y avoir cet archétype-là qui a pas vu le jour en set 2, va peut-être recevoir ses lettres de noblesse. Ensuite, on passe à donc bonne carte. Enfin, j'aime bien dans cet archétype-là. Je pense qu'elle sera jouée si cet archétype-là est viable. Ensuite, on a Magicka de Spell, une 2-3 pour 2 ancrables. Donc c'est je veux pas me tromper. Je sais pas si vous avez vu le trailer de
du 7-3 avec le trident de Poséidon. On voit une main et en voyant l'ombre là j'ai l'impression que en fait c'est elle qui va récupérer le trident, donc il y a moyen qu'on la revoie plus tard. Sinon c'est une 2-3 qui leur 1 sans texte, pas très intéressante à ce moment là, mais comme vous pouvez le voir juste au dessus il y a un alter qui est intéressant donc à voir. Elle a aussi une deuxième itération pour 4 ancrables, une 3-4 qui leur 2. Lorsque vous l'engagez vous pouvez remonter en main vous pouvez remonter en main un objet avec un coût égal ou inférieur à la force de ce personnage. Donc vous pouvez remonter globalement, sans la booster, vous pouvez remonter un objet qui coûterait 3 ou moins. Elle leur 2 accessoirement. Donc pareil, une carte qui pourrait venir embêter un peu les decks bleus, objets trop agressifs. Donc une carte qui est un peu là pour une carte garde-fou, j'ai l'impression, qui est là pour au cas où la mécanique objet dégénère, et qu'on ait une réponse viable. Et enfin la dernière carte pour cette fois-ci, Magicka de Spell, une 4-6 pour 7 non ancrable qui se shift pour 5. Lorsque ce personnage part en quête, vous gagnez un lore égal au coût d'un de vos objets en jeu. Donc pourquoi pas, ça peut faire quand même énormément de lore, notamment si on joue des objets assez chers. On pense à la pièce de Picsou qui coûte 7. Ça pourrait faire un excellent finisher dans des decks assez lourds quoi. Donc une carte pareille très intéressante qui joue avec la mécanique objet et qui peut parce que oui elle lore pas, donc en fait elle est obligatoirement jouée dans une mécanique objet, mais ça peut être un gros finisher. Donc pour moi c'est une carte très intéressante, l'illustration est super belle en plus. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo un petit peu marathon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les cartes du 7-3 vous donnent vraiment envie d'être le 23 février pour commencer à deck-techer un peu tout ça, c'est dur à dire. Moi en tout cas c'est le cas. Il y a plein de decks, notamment celui que je vous ai dit, le gris-violet un peu meul. Bon à mon avis ce sera pas forcément viable, mais ça me plaît, la mécanique balai j'aime beaucoup. Donc très hypé par ce 7-3. Il y a encore pas mal de reveals je pense, j'ai pas regardé à combien on en était, qui vont arriver, notamment des grosses légendaires qui se font attendre. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer plus d'1 heure et ça peut être un peu long. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, salut!